Bon, tout d'abord, merci à vous tous d'être là ce matin. Merci au comité d'organisation. Un grand merci pour beaucoup de choses à Chantal Berger. Et puis merci aussi à l'équipe Capcivi qui m'accompagne dans cette expérience depuis bientôt quelques décennies. Et donc le but de mon intervention est de deux types ce matin. Tout d'abord, essayer de définir quelque chose qui est quand même complexe à définir, c'est-à-dire c'est quoi un trouble de stress post-traumatique chronique complexe. Et puis deuxièmement, vous présenter ce qu'on a pu mettre en place comme stratégie thérapeutique sous forme d'un protocole au sein de Capcivi. Donc tout d'abord, complexité. Alors cette complexité, elle est encore plus complexe depuis finalement et heureusement que le DSM-5 a pu intégrer certains symptômes, à la fois des symptômes émotionnels, mais aussi des symptômes plutôt à type de prise de risque, que je vais vous détailler par la suite. Intégrer ces symptômes-là comme des symptômes pouvant être présentés par nos patients portant ce type de trouble. Autre complexité dans l'expression symptomatique à travers tout ce qu'apporte également la dissociation, qui depuis le DSM-5 doit être précisée, TSPT avec disso ou sans disso. La complexité à travers l'expression des formes focalisées que je vais vous détailler, et puis la complexité, comme on vient de le voir, à travers la richesse, l'importance des comorbidités dans ce trouble. Donc le DSM-5 a pu intégrer des émotions qui, de manière historique, n'étaient pas forcément repérées chez nos patients, notamment ces patients qui sont en mode colère, ces patients qui développent beaucoup d'émotions à type de honte, de dégoût. Effectivement, on a quitté l'effroi, la terreur, toute l'expression émotionnelle des tableaux un peu anciens, notamment militaires du TSPT, pour maintenant inclure ces patients-là qui vont présenter des états de tristesse, de honte, mais également de dégoût ou de colère dans l'expression de leurs symptômes TSPT. Inclusion également de ces patients qui présentent des conduites de répétition en termes de prise de risque dans des comportements autodestructeurs, des comportements imprudents, des comportements sexuels répétés, des prises de risque au volant. Ces symptômes-là sont aussi à intégrer maintenant dans la symptomatologie du TSPT. Complexité parce que finalement, le TSPT, il va débuter après les 48 premières heures. Dès le 3e jour, on est dans un TSPT qui va rester aigu pendant un mois, puis basculer dans un mode chronique. Mais le continuum est là et l'expression symptomatique est la même. Donc là aussi, qu'est-ce qu'on fait, à quel moment Et puis, enfin, on peut reconnaître chez nos patients victimes des événements traumatiques qui, jusqu'à là, n'étaient pas forcément considérés. On a quitté cet événement qui était brutal, soudain, imprévisible, extraordinaire, pour aussi considérer comme événement traumatique des événements comme une menace d'agression sexuelle qui n'était pas reconnue, ou comme être témoin. Le professeur Bouvard, dans son excellente intervention d'hier, a beaucoup insisté en pédopsychiatrie sur être témoin, mais aussi on peut être témoin à l'âge adulte d'événements traumatiques et développer à travers ça un TSPT. Par exemple, l'étude cohorte établie après les événements de Charlie Hebdo, début 2015, les chiffres sont assez marquants. 47% des patients qui développent un TSPT suite à cet événement sont des témoins donc visuels, des témoins BFM, des témoins qui ont appris qu'un proche avait été atteint, et puis des témoins endeuillés. Donc l'intégration de ce concept de témoin est vraiment une intégration importante et vient aussi dans notre regard de praticien peut-être mettre quelques doutes qu'on verra par la suite. Et puis, toujours dans cette complexité, les formes préscolaires, donc avant 6 ans, sont maintenant aussi à intégrer dans le TSPT. Alors, le bazar vient également de la dissociation. Bien évidemment, depuis la nuit des temps, certains symptômes dissociatifs sont reconnus et intégrés, comme tout ce qui est flashback ou amnésie psychogène. Mais il faut aussi intégrer comme élément dissociatif tous ces patients qui vont présenter des états de déréalisation, de dépersonnalisation et d'autres, qui vont finalement, ces états-là, très souvent venir durant l'événement traumatique et puis après revenir dans l'expression du trouble chronique, toujours ponctués des états émotionnels ingérables par le patient.
Là, on est vraiment au cœur de la mémoire traumatique, qui est quand même l'entité en cause d'un TSPT. Le patient qui va se retrouver dans une situation traumatique et qui va saturer en termes de capacité à métaboliser, à ingérer cet événement traumatique, va présenter une disjonction psychique, qu'on appelle la dissociation, pour se couper, pour éviter d'être comme ça bombardé, notamment son amygdale, par des informations indigérables. Et donc ces patients-là vont par la suite pouvoir, dans d'autres situations, que ce soit des situations de rappel ou de situations de débordement émotionnel, de nouveau redisjoncter et de nouveau être dissociés. Et c'est souvent un des marqueurs majeurs de l'aspect complexe dans l'expression symptomatique, dans le repérage, mais aussi, bien évidemment, dans le traitement. Toujours une symptomatologie polymorphe et complexe à travers, comme mon prédécesseur a pu le présenter, la richesse des comorbidités. 50% d'états dépressifs caractérisés, 80% de comorbidité dans la globalité. Donc nos patients qui viennent, finalement, sont rarement purs en termes de TSPT. Ils sont souvent porteurs, en plus d'une dépression, voire d'addiction. D'où, pour nous, cliniciens, également une nécessité d'être très pointu dans le repérage symptomatique. Une diapo pour vous présenter les formes focalisées qu'on a pu quand même individualiser, qui sont des patients, malgré eux, trompeurs, et qui vont faire finalement, dans leur expression symptomatique, un focus sur un des syndromes du TSPT, et notamment le focus évitement. Combien de patients venant pour une phobie de l'automobile n'ont pas une phobie de l'automobile? Là aussi, il faut poser les bonnes questions, et très souvent, ces patients-là ont un TSPT qui va s'exprimer en apparence, avant tout, par une gêne de la conduite automobile. Combien de patients victimes dans l'enfance de harcèlement au milieu scolaire ou de harcèlement au niveau familial qui vont développer une symptomatologie d'évitement social avec une émotion dominante qui est la honte et qui peuvent passer ces patients-là comme porteurs d'un trouble anxieux social. Là aussi, il faut chercher le TSPT. Autres patients qui vont exprimer un focus, par exemple, sur un besoin de sécuriser de manière extrême, à travers des contrôles, et qui vont passer pour des TOC, par exemple, des patients qui ont un trouble obsessionnel compulsif, ou des pseudo-tags, qui vont passer leur vie à ruminer. Rappelons-nous quand même qu'au niveau TSPT, c'est l'incompréhension qui ne permet pas l'assimilation du trauma. Un cerveau qui ne comprend pas, il passe son temps à réfléchir. Et donc, c'est des patients qui vont apparaître comme des ruminateurs. Ces patients qui vont présenter des focus centrés sur la colère, ces irritables chroniques, ces colériques, et là je pense notamment au milieu militaire avec ces TSPT de guerre et ces soldats qui vont être souvent en mode colère. Patients qui vont pouvoir peut-être passer pour des caractériels, voire pour des TGP. Et là je ne vais pas m'attarder sur les borderline qui effectivement très souvent dans l'enfance ont également présenté des événements traumatiques. Diapositive que je ne vais pas vous commenter, que je vais vous laisser lire, si vous avez le temps bien sûr, mais autre complexité apportée par ce que moi j'aime bien appeler le syndrome des poupées russes. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit à travers les études que beaucoup de patients vont avoir une symptomatologie qui va être teintée par plusieurs événements traumatiques, avec des chiffres qui peuvent être assez remarquables, 1 sur 2, voire 1 sur 2 à 2 événements, voire pour certaines études pratiquement 5 événements traumatiques. Donc le patient va présenter une forme complexe à travers sa présentation symptomatique. Il va se présenter avec des émotions qui sont finalement apportées par plusieurs types d'événements, des évitements par plusieurs types d'événements. Et là aussi, il va falloir être très repérable dans, par exemple, une frise de vie ou dans une psychométrie centrée sur chaque événement pour repérer tous les contingents qui ont pu alimenter le TSPT. Alors, on vient de parler de thérapie validée. Finalement, il n'y a pas beaucoup de thérapies validées, docteur Gare. Il y a les TCC, quand même, qui, au niveau international, sont quand même les thérapies les plus validées avec des méta-analyses. La thérapie des schémas, je ne pense pas que ce soit une thérapie de TSPT, c'est une thérapie des schémas qu'on va utiliser, nous aussi, dans le TSPT. Et puis, il y a également le MDR. Mais si on se réfère à la thérapie quand même la plus utilisée, la plus validée, seulement 50% sont améliorés. Là, on est sur une thérapie un peu historique des TCC, plutôt sur le modèle de FOA, où on proposait aux patients des expos très longues, de 2 heures,
où il devait rentrer dans la révélation, et dans cette révélation, avec une approche quand même cognitive, on attendait ce qu'on appelle l'habituation, TCC, et finalement, c'est des thérapies qui rapportent peu en termes d'amélioration. Autre complexité par rapport aux patients. Ce sont des patients qui viennent et qui sont vulgairement chamboulés, voire en provoquant un peu, explosés. Explosés à travers leur vécu traumatique, qui les laisse dans une hyperactivité neurovégétative, où ils vont être très réactifs, ils vont déborder constamment devant nous. Des patients qui sont aussi impactés au niveau de leur pensée, de leur cognition, de leur schéma cognitif. Des patients en nu qui vont être tout de suite dans un sentiment d'injustice, de rejet, et qui vont être dans deux attentes qui vont nous apporter comme ça tout de suite, et qu'on peut saisir comme des patates chaudes sans savoir quoi en faire d'emblée. C'est un besoin important, essentiel de reconnaissance, qui est quand même le besoin numéro 1 de la victime, et puis un besoin de réparation. Voilà. Donc des patients qui ne sont pas toujours très faciles à bien considérer d'emblée et à bien soutenir d'emblée. Et pour nous, soignants, parce que quand on soigne beaucoup de TSPT, je pense qu'il faut, comme souvent, penser à nous, à nos émotions. Ce sont également des patients qui vont nous apporter une histoire traumatique avec un état émotionnel qui va pouvoir aussi, comme chez les sauveteurs et les soignants, entraîner chez nous un propre impact, avec une vision du monde qui peut aussi changer. Par exemple, moi, sans rentrer trop dans les détails, je n'ai jamais confié mes filles à un nounou homme. Pourquoi? Je ne sais pas, mais en tant que soignant, effectivement, il faut tenir compte de ça, et il faut tenir compte de ça dans l'élaboration du lien thérapeutique qu'on va mettre en place avec ces patients. Et ça peut être un frein qui va aussi nous mettre dans une complexité d'exercice. Alors, c'est quoi un cas complexe? Je ne suis pas sûr que je vous ai vraiment aiguillé, mais on va se référer à ce qui traîne déjà un peu partout, c'est les types de trauma. Le type 1, qui ne devrait pas être très complexe. Trauma survenu dans l'âge adulte, plutôt la source d'une agression physique, agression sexuelle, AVP, braquage. Et à côté, le trauma qui va être souvent un peu plus complexe, voire complexe. Trauma de type 2, actes répétés, enfance, violence, négligence parentale, vie adulte, tous les traumas des violences conjugales, c'est plutôt les traumas de type 2, des agressions sexuelles répétées, sévices, victimes de guerre, génocide, enfin l'horreur s'accroît, et plutôt dans l'enfance. Voilà, donc là on est sur une définition qui traîne mais qui n'est pas pour moi suffisante. Par contre, les traumas de type 2 sont souvent des traumas plus complexes. Donc, finalement, c'est quoi un trauma complexe? Pas de réels critères les définissant. Plutôt les types 2, donc répétés, plutôt enfance. Plutôt des patients qui ont dissocié pendant et qui vont avoir une symptomatologie teintée de dissociation. Ça veut dire complexité à repérer et ça veut dire complexité à traiter. Plutôt des patients qui vont venir nous voir avec un état de comorbidité qui va souvent être la source numéro 1. Un patient qui arrive dépressif ne rentre pas dans un protocole de psychothérapie centré sur le TSPT. Il faut d'abord traiter la prescription. J'ai bien aimé les propos du professeur Léger avec un stabilisant de l'humeur. Et pour nous, les stabilisants de l'humeur, c'est avant tout les antidépresseurs. Deuxièmement, enfin troisièmement, quatrièmement même, la comorbidité, mais aussi l'altération de la personnalité. Ça, c'est souvent un marqueur de trauma complexe. Et donc, on se retrouve là sur les traumas de type 2, plutôt dans l'enfance. Alors, à travers tout ça, nous qui galérons depuis 15 ans avec des patients, et on a pu voir pratiquement 1500 patients, nous qui sommes à la base des TCCistes, on a réfléchi pour proposer une approche un peu plus intégrative, dont le socle fondamental est quand même la TCC, et qui s'avère plutôt adaptée pour ces cas complexes. On est en train de mener des études pour valider notre modèle et on travaille, comme dans tous les centres de psychotrauma, plutôt en binôme. On pourra peut-être en faire des questions de ça. En 15 ans, et 3 centres, un actuellement à Bordeaux, un au Pays Basque et un dans les Landes, on a pu inclure 1265 patients et on se retrouve avec une représentation assez fidèle à la littérature. C'est-à-dire pratiquement 50% des patients qu'on a pu traiter ont été victimes d'agressions sexuelles, 2 tiers enfance,
maltraitance et carence enfance. Alors là, j'ai même inclus les patients témoins, témoins de violences conjugales, parentales, témoins de comportements inadaptés parentaux sous l'emprise toxique, ou témoins de sexualité ou débats sexuels inadaptés, 15%. 10% de violences adultes hors conjugales, 7% de violences conjugales, c'est un chiffre qui est en train de monter nettement, et heureusement, parce qu'on les repère de mieux en mieux, et effectivement, on commence à les traiter de mieux en mieux. 8% d'AVP, ce qui est beaucoup, mais ça, c'est un facteur ajouté par, je pense, toute la reconnaissance et la prise en charge des assurances qui poussent ces patients à se soigner. 3% avoir été témoin en tant qu'adulte. 2% de faits d'armes, parce qu'on travaille pas mal avec certains régiments militaires. Et puis 4 autres %, notamment le deuil traumatique, qui peut être inclus dans ce type de protocole avec un aménagement centré sur le deuil. Donc je ne vais pas vous présenter cette prise en charge, il me faudrait des jours et des nuits, mais en quelques minutes, il me reste combien de minutes? C'est bon? Je suis dans les temps? 5? Très bien. Donc quelques spécificités du protocole. Le premier, il est basé sur le poids, l'importance de l'accueil du bilan, qui va être vraiment fondamental et représenter un enjeu majeur. Pourquoi? On l'a vu, confiance altérée de ces patients, expression neurovégétative intense, schéma activé, demande importante, reconnaissance, compréhension. Donc ils vont arriver apeurés. Quelquefois, ils sont déjà passés dans d'autres types de soins, donc pas toujours peut-être adaptés. Et ils viennent nous voir avec un besoin de se poser. Et dans ce bilan, on va se poser, on va prendre le temps. On va bien sûr faire tout ce qui est médical, bilan, tout ce qui est psychométrique. Et puis, on ne va pas se poser de questions. Toujours en citant le professeur Bouvard, il nous a parlé hier de l'aspect subjectif. Donc, en tant que thérapeute, on ne va pas qualifier. On ne va pas peser, juger. Ce patient vient, il nous amène manifestement une symptomatologie TSPT, il dit avoir vécu ça, on part avec lui dans la thérapie. Même si un regard un peu plus extérieur pourrait dire, mais quand même, tout ça pour ça, il n'a pas vécu grand-chose. Ça, c'est en dehors des capacités du thérapeute, il faut être d'emblée avec lui et reconnaître d'emblée sa souffrance et sa pathologie. On va toujours, comme en TCC, conceptualiser la problématique. On va mettre le patient avec nous autour de la table, on va dessiner sa maladie. On va essayer d'organiser sa symptomatologie en lien avec ce passé qui n'est pas passé, qui revient tous les jours, qui fait intrusion. Et on va le mettre dans la construction de son trouble et dans la construction des solutions qu'on peut lui apporter. On va d'emblée, durant ce bilan, beaucoup axer sur la psychoéducation. Un patient qui a un TSPT, il est souvent dans l'incompréhension de ce qui se passe. Comment on peut faire ça à un enfant? Comment, sur la route, quand je contrôle tout, il m'arrive un accident? Comment, quand je me promène sur un boulevard, je peux me faire écraser par une voiture qui arrive sur le trottoir? Donc la psychoéducation est d'emblée importante pour déjà apaiser un peu l'incompréhension, qui est un des moteurs du TSPT. Donc là, on va passer sur une présentation des critères diagnostiques, sur qu'est-ce que c'est une dissociation, qu'est-ce que c'est une détresse périautomatique, qu'est-ce que c'est un pervers narcissique, qu'est-ce que c'est un pédophile. Donc ça, dans le bilan. Durant ce bilan, et ça c'est vraiment une grande spécificité, on ne veut pas savoir ce qui s'est passé. Pas d'extraction émotionnelle d'emblée. D'abord, il faut être en confiance pour le patient, il faut être dans l'alliance. Raconter ce qu'on a vécu ne guérit pas, ça se saurait. On raconte quand on est en voie d'être traité de ce qu'on raconte. Le bilan ne traite pas, il accueille, il apaise. Donc le but du bilan, c'est l'alliance thérapeutique forte. Et puis après, nous avons décidé, nous, de concentrer cette révélation à travers un entretien qui va être très émotionnel pour le patient, qui va durer 1 heure et dans lequel, les yeux fermés, il va rentrer dans la narration. Et c'est un moment où il active sa mémoire traumatique, où il va passer un moment avec un niveau émotionnel élevé, mais là, on va pouvoir savoir ce qui s'est passé, ce qu'on lui a fait, ce qu'il a fait, ce qu'il a ressenti au niveau émotionnel, et ce qu'il a pensé au niveau cognitif. Donc cet entretien-là est un entretien riche, même pour le thérapeute. Donc attention au trauma vicariant, parce que c'est là qu'on va entendre des choses particulièrement difficiles. Et c'est donc une façon de restituer, de révéler,
de souffrir pour le patient, mais à distance du début de la prise en charge. Donc dans un moment où il est en confiance. Ça, c'est vraiment un élément fondamental qui permet d'augmenter l'alliance. Parce que ces patients sont quand même des patients très courageux. Quand on vit l'horreur, et peut-être que parmi vous, certains, malheureusement, l'ont déjà vécu, on n'a pas envie d'en parler. On n'a pas envie de revoir. Et donc, on va amener ces patients qui sont dans une défense un peu archaïque ou réflexe ou animale de se protéger, d'éviter, dans une thérapie qui va les mettre dans l'inverse, c'est-à-dire je vais commencer à parler, je vais commencer à ne plus éviter, à m'exposer. D'où l'importance de les mettre dans ça à distance de l'accueil initial. Grand outil de thérapie cognitive et comportementale, la restructuration cognitive, que nous avons décidé, nous, de mener déjà un petit peu dans le bilan, je vous l'ai dit, mais tout de suite après cet entretien de révélation, qui n'est pas une exposition, qui est simplement un outil pour extraire le matériel. Et donc là, on va permettre aux patients, déjà un peu à distance des faits, de commencer à penser les faits un peu différemment. On pourrait qualifier ça aussi de relecture cognitive. On va commencer à discuter un petit peu de sa façon d'intégrer cognitivement, de sa façon de se sentir coupable, apporter de l'information pour commencer à lutter contre l'incompréhension, sa façon de se sentir indigne, dévalorisé parce qu'il est ce qu'il est maintenant après avoir rencontré ça, sa façon d'activer l'injustice. Donc, quelques séances centrées sur ça avant la suite qui est l'élément fondamental toujours présenté dans ce type de process thérapeutique qui est l'exposition. Alors l'exposition, elle vient chez nous aussi, mais elle vient finalement tardivement. Et elle vient avec une technique qu'on a pu mettre en place où on va proposer aux patients de travailler en visualisation mentale. Alors on pourrait aussi les enregistrer pour qu'ils écoutent leur discours. On pourrait leur demander d'écrire pour qu'ils lisent. Nous, on travaille en visualisation pour rentrer dans l'objectif de l'exposition, c'est-à-dire enfin arrêter d'éviter, affronter, regarder. Enfin, commencer à se souvenir différemment. Je revois, mais j'ai réfléchi peut-être avant à comment, jusqu'à maintenant, je pensais ce que j'ai vu. Donc je vais intégrer le travail cognitif dans ce travail de visualisation. Je vais enfin essayer de laisser le passé dans le passé, me mettre dans le présent en revoyant ça, mais en l'intégrant différemment. Je vais essayer d'apprendre à commencer peut-être à tolérer cette émotion que je refuse de ressentir depuis cette horreur et de l'accepter différemment. Et puis je vais pouvoir redonner du sens à ce truc qui m'est arrivé qui est vraiment incompréhensible. Donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais on utilise plusieurs modèles. Le modèle de la mémoire traumatique, parce que là, dans l'exposition, on travaille sur la mémoire traumatique, on la purge de manière régulière. Le modèle de Barlow sur la persistance de la détresse émotionnelle, le modèle de Krask, où finalement on n'est plus dans une expo longue, mais plutôt dans des allers-retours, centrés sur je vais voir mon souvenir, je vais commencer à faire autre chose de l'émotion qui l'entraîne, pour que cette émotion peu à peu s'éteigne et que mon souvenir se classe différemment. On ne va pas oublier ce qu'on a vécu, on va le classer différemment. C'est le principe de cette thérapie, des thérapies centrées sur le TSPT. Et notre force, c'est que le patient, arrivé à ce moment-là, il va s'approprier la technique, et la thérapie centrée sur l'expo qui peut durer des mois, va consister pour lui à travailler chez lui, en étant régulièrement revu par les thérapeutes pour l'aider à ajuster ses exercices d'exposition. Et dans cette exposition, et ça c'est un point également essentiel, notamment centré sur les cas résistants et les cas complexes, on va pouvoir apporter aux patients des solutions à autre chose que l'angoisse. L'expo classique marche sur l'angoisse. Quand un patient génère de la colère en s'exposant, quand il ressent du dégoût, de la honte ou de la tristesse, on va pouvoir, dans cette thérapie, lui apporter d'autres techniques, et c'est pour cela qu'on est intégratif, des techniques issues d'autres courants, notamment les techniques d'autoreparentage dans la tristesse, et là on se retrouve un peu en commun avec la thérapie des schémas, ou des techniques de visualisation centrée sur la colère, qui va permettre finalement d'amender peu à peu cette émotion pour que l'histoire se classe. Et ça, c'est une stratégie essentielle, l'exposition, qui est vraiment centrée sur la mémoire traumatique. Merci de votre attention.